Bonjour Pierre Barraud. Bonjour Amandine Glevarec. Un petit 6e bouquin déjà, C'est Flouter ça. les pigeons, qui est sorti chez Kidam, éditeur. J'ai envie de commencer en disant que ce livre, qui se lit tout seul, on va commencer par là aussi, reprend quand même des personnages qu'on a pu croiser dans tes précédents, et j'ai surtout l'impression qu'en fait l'ensemble de tes livres fait vraiment œuvre, c'est-à-dire que Pierre Barraud fait du Pierre Barraud, et en fait on retrouve Pierre Barraud entre les lignes dans chacun de ces livres-là. Est-ce qu'on pourrait se dire, en rembobinant un petit peu, que tu as trouvé ton style, ou en tous les cas ce que tu voulais dire tout de suite, ça s'est imposé à toi quand tu es entré en littérature, cette façon si particulière de présenter notre réalité? Oui, alors, donc il y a beaucoup de choses dans cette question, mais oui, alors je pense effectivement que tous mes livres se parlent entre eux et se correspondent. Et alors quand tu me dis que ça fait œuvre, ça me fait plaisir évidemment, puisque je conçois un peu comme ça l'œuvre d'un artiste comme une globalité. Le risque est parfois de faire toujours la même chose ou le même livre. Après, je ne considère pas que ce soit très grave, et je pense que c'est pas non plus ce que je fais. Ils se suivent pas vraiment, mais effectivement, il y a depuis le début des processus qui sont assez similaires, des personnages aussi, tu disais, qui reviennent, qui sont pourtant différents. Parfois, les noms des personnages reviennent, mais les personnages ne sont plus tout à fait les mêmes. Et oui, je pense que, enfin, j'écris comme ça parce que je pourrais pas écrire autrement, et j'ai commencé à écrire pour écrire comme ça, pas pour écrire autrement, et pas pour écrire autre chose. Donc c'est pas non plus quelque chose qui est calculé. Quand j'écris un livre, le second s'annonce déjà. Et souvent, d'ailleurs, on trouve quelque part les prémices du livre suivant dans le précédent. Et généralement, dans le livre suivant, on retrouve aussi les vestiges, en quelque sorte, du précédent. Et j'ai peut-être un peu la sensation d'écrire toujours le même livre. Souvent, l'idée vient quand je suis en train d'en écrire un. L'idée du suivant vient à ce moment-là. Et je crois aussi que c'est des livres qui se finissent pas. Et donc, peut-être que le livre qui suit finit aussi le précédent, ou du moins le prolonge. Je disais qu'il y avait des personnages récurrents. Il y en a notamment Artalbur. Alors, Artalbur, c'est une ou un anagramme, je ne saurais jamais, je crois définitivement si c'est masculin ou féminin. J'ai toujours un doute avec toi aussi, l'anagramme. bon, le public hésite aussi. Bon, on va dire que c'est féminin parce que le féminin l'emporte toujours sur le masculin. Ça me paraît pas mal comme ça. Artalbur, c'est donc un double littéraire, comme on dit un petit peu pompeusement, mais je pense qu'on peut s'y retrouver en tous les cas. L'anagramme de ton nom de famille. Oui. Effectivement, les livres font œuvre et ils se recoupent dans une certaine mesure, mais à chaque fois, ils abordent aussi un pan de notre réalité. Encore une fois, je parle de notre réalité, même si c'est ta vision très personnelle de la réalité. On y viendra peut-être dans un second temps. Dans celui-ci, Flouter les pigeons, tu utilises un procédé qui est un procédé qu'on utilise en fait dans notre vie quotidienne, qui est celui de la navigation virtuelle. Mais ce procédé, tu vas en faire un procédé littéraire finalement. Donc on a Artalbur et son ami qui se baladent en fait. Alors ça nous mène dans des scènes un petit peu fantasques, un petit peu étonnantes, parce qu'ils sont en train de se promener dans une rue par exemple. Le début de la rue peut correspondre à 2016 et la fin de la rue correspond à 2018, parce qu'encore une fois, avec la navigation internet, je citerai pas le nom, tout le monde y pense évidemment fortement, les images sont prises à des périodes et des fois se remplacent, des fois se recoupent. Il y a ce déplacement géographique induit aussi un déplacement dans le temps, et peut-être même aussi une impression de fuite du temps, de ce temps impossible à rattraper. On a effectivement des photos de souvenirs, mais c'est des photos floues, d'où le titre, Flouter les pigeons, parce que les visages sont floutés dans ces navigateurs-là, les animaux aussi, certains, en tous les cas, en l'occurrence ce pigeon-là. Mais est-ce que c'est aussi clair dans ta tête quand tu commences à écrire en te disant, tiens, je vais utiliser ce procédé réel pour en faire un procédé littéraire et ça va aboutir à ça, à ce questionnement-là, ou alors tu écris vraiment au fil de l'eau, comme ça te vient au quotidien? Alors, j'ai besoin d'un processus à chaque fois pour commencer, d'un concept en quelque sorte. Je crois que tous mes livres partent quand même d'un concept, mais c'est plutôt le concept va plutôt être au service de ce que j'ai envie de dire ou de montrer. Et donc c'est pas, il n'y a pas vraiment de, comment dire,
c'est pas prime sautier, tu vois. Enfin, c'est pas au fil des mots comme ça. Il y a quand même un projet de départ et quelque chose que j'ai vraiment envie de dire. On parlait de la réalité et d'une vision déformée de la réalité. C'est intéressant d'ailleurs que tu parles d'Artelbur, qui est une anagramme de barreau, puisque ça veut dire que c'est un miroir dans le désordre, en fait, qui renvoie une image dans le désordre. Ou alors c'est Barreau qui est dans le désordre par rapport à Artelbur, on ne sait pas, mais toujours est-il que c'est un monde qui est fait de la même matière que le nôtre, mais pas agencé de la même manière. Et donc après, souvent, j'essaye de voir dans le monde qui nous entoure, quel outil je pourrais utiliser qui pourrait parler de ça ou qui pourrait parler comme ça. Donc là, les navigations virtuelles, c'était intéressant parce que par rapport à ce que ça disait de la réalité, du temps, effectivement, pour nous, ce sont des navigations virtuelles, mais pour les personnages du livre, c'est le monde réel. Ils ne sont pas connectés à un ordinateur, à Internet. Ils circulent physiquement dans cet espace-là qui n'a plus grand-chose de physique. C'est intéressant par rapport au temps parce que je m'intéresse, sans être scientifique, parce que je suis vraiment littéraire, je m'intéresse quand même aux sciences, à ce que j'en comprends, notamment à la physique. Et le temps, c'est quand même une notion qui est très présente dans la réalité. On a l'impression que tout tourne autour de ça, et pourtant on ne sait pas exactement ce que c'est, ni si ça existe réellement, si c'est pas juste notre imagination, notre façon de voir les choses qui a l'air de nous faire tout expliquer par le temps. Et notamment sur la linéarité du temps. Il est probable que ce soit tout sauf linéaire. Et donc les navigations virtuelles, c'était parfait pour parler aussi de ça. Parce que les navigations virtuelles donnent une illusion de linéarité, mais il n'y en a pas. On n'est que dans la superposition d'instants figés. C'est pour ça que les rues changent d'année, changent d'époque. Parce qu'elles ont beau se suivre, quand on circule là-dedans, on ne se déplace que d'un instant figé à un autre instant figé qui ne sont pas connectés les uns aux autres. Et donc, ce monde-là, c'est celui des personnages du livre. Et en réalité, il ne me semble pas si éloigné d'une autre. Ouais, et puis en même temps, il y a effectivement cet empilement, on pourrait dire, c'est-à-dire un temps qui serait à la limite plus vertical qu'horizontal. Exactement. Donc, tout se superpose parce que quand on est sur une vue d'un navigateur virtuel, encore une fois, on peut choisir quelle année on veut regarder aussi. Les photos ne disparaissent pas, ne sont pas complètement annihilées en fait. La réalité du passé a la même valeur que la réalité du présent. Le passé coexiste avec le présent, justement dans ces espaces virtuels. Et c'est une idée que j'aime beaucoup et j'ai l'impression qu'elle correspond beaucoup à mon écriture. C'est pour ça que je m'y suis intéressé. En réalité, c'était en écrivant un de mes livres précédents que j'avais eu besoin d'utiliser cet outil pour un passage en particulier, mais que j'avais pas exploité de la même manière. Et c'est en y allant, justement, c'était pour l'écriture de Catastrophe, un livre que j'avais écrit chez le même éditeur d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là qu'est née l'idée de flouter les pigeons, parce que je me suis rendu compte que cet outil correspondait vraiment à ce que j'avais envie de dire de la réalité, et correspondait aussi à mon écriture et à ma façon d'écrire et de concevoir la structure du récit, l'enchaînement des phrases et même de l'intrigue, puisque dans tous mes livres, il y a des phrases qui viennent contredire les phrases précédentes, mais sans les annuler. Donc, comme si à chaque phrase, il y avait une bifurcation possible et des histoires parallèles possibles. Dans un de mes livres, Protag, le personnage peut mourir assez régulièrement, mais renaître sans qu'on ait besoin de l'expliquer. Et je crois que dans Flouter les pigeons, c'est aussi de ça qu'il s'agit. Encore une fois, la coexistence des temps, et la coexistence des réalités possibles, aussi différentes soient-elles, et la superposition. Et là, il y a quelque chose d'un peu quantique là-dedans, avec le fameux principe de superposition. J'ai parlé des personnages dont tu as dit effectivement qui se promenaient dans cet univers
parallèle quelque part, mais de façon tout à fait sensée pour eux. En tous les cas, eux ne se posent pas la question. Il y a un élément qui n'est pas un personnage, mais qui pourrait être considéré comme tel, qui apparaît un petit peu vers la fin du livre, qui est une maison qui a été détruite, dans laquelle le protagoniste finalement peut revenir aussi, comme si je te parlais de fuite du temps un petit peu en avant, et je disais que peut-être ce livre-là, dans l'ensemble de ton œuvre, encore une fois, a une certaine mélancolie, oui. Peut-être liée justement à cette notion très particulière de la disparition, non pas des souvenirs, parce que les souvenirs restent toujours là, mais sont pas toujours aussi nets que quand on les vit. Évidemment, c'est le propre des souvenirs aussi, mais une sorte d'envie de rattraper, de raccrocher, de se souvenir, en fait, ce qui compose un peu. Oui, alors, oui, tu parles de mélancolie. Je pense que c'est effectivement mon livre le plus mélancolique, même s'il a de la drôlerie aussi, puisque je pense que je peux pas écrire sans humour, sans l'étrangeté et l'humour. Pour moi, la drôlerie, c'est vraiment deux choses très liées. Je pense que le comique vient de l'étrangeté, vient du bizarre, de l'inattendu, donc c'est toujours là. Peut-être que mes précédents livres étaient plus drôles qu'autre chose. Après, il y a toujours une dimension un peu inquiétante, puisque l'étrangeté peut être inquiétante. Mais celui-ci, oui, il y a de la mélancolie. Alors la fuite du temps, le flou aussi, puisque la réalité est voilée. Et je pense que les souvenirs le sont, et la mémoire. Donc ça, j'ai parlé un peu de ça. Et puis, je crois aussi que cette dislocation de la réalité est de plus en plus présente dans le monde qui nous entoure, qui devient de plus en plus virtuel, de plus en plus immatériel, et qui va de plus en plus vite. Et voilà, je pense que le monde a changé, moi aussi, et il y a des inquiétudes que j'ai de plus en plus qui font que j'ai du mal à rire sans en même temps avoir envie de pleurer. Donc il y a un peu ces deux choses dans ce livre, tout en restant toujours doux, quoi. J'aime bien la légèreté quand même, j'aime bien la douceur. J'ai pas du tout envie qu'il y ait de la lourdeur dans les émotions qui puissent être véhiculées. Donc c'est toujours entre drôlerie, inquiétude et mélancolie aussi. Là, ça me semble assez flagrant dans ce livre. On a vite tendance à te classer effectivement dans la catégorie absurde, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire l'absurde tragique, une certaine vision du monde qui pourrait être à la limite plus lucide. C'est aussi ça l'absurde, c'est avoir une vision lucide des choses qui nous arrivent, qu'on appréhende avec un petit biais, un petit pas de côté qui nous permet de voir ce qui se cachait derrière la réalité, justement. Tu parles aussi d'invention beaucoup. Alors ça, c'est vrai qu'il y a un côté drôle, effectivement, mais il y a un côté fortement poétique aussi. Toutes tes inventions qui peuvent amener un sourire sont aussi derrière d'une poésie. Oui, bah, je pense que la poésie, ma façon de la concevoir est un peu comme la drôlerie. Elle vient aussi de l'étrangeté et de l'inattendu. Une phrase qui se termine pas comme elle devait se terminer, ou qui est pas suivie par la phrase qui devait la suivre. J'aime beaucoup cette idée-là, que ce soit pas déjà là et qu'on aille toujours en permanence là où ça n'existe pas. Et donc ça peut amener le rire, ça peut amener l'inquiétude, et ça amène aussi, je l'espère, le plus souvent la poésie. Et donc oui, et je suis pas sûr d'avoir retenu la totalité de la question. Oui, on a parlé d'absurde. Ouais, oui, le fameux mot. Oui, le fameux mot, c'est quand même le mot qui est le plus souvent utilisé quand on parle de mes livres. Et à la fois, je comprends, et en même temps, j'ai pas l'intention. Enfin, c'est pas une intention de ma part, l'absurde. Je me sens pas appartenir à ce courant, parce que l'absurde, pour moi, ça me renvoie au théâtre de l'absurde, à Camus, à Beckett, à Ionesco, à Adamov. Ce sont des auteurs que j'apprécie, que j'ai appréciés, que j'aime lire, certains encore, mais j'ai pas l'impression d'être là-dedans. Et j'ai pas, en tout cas, de volonté de faire de l'absurde. Il y a d'autres mots qui sont utilisés. J'ai déjà entendu le mot grotesque, non-sens. Alors, non-sens, pourquoi pas, mais là, ça me fait tout de suite penser à Lewis Carroll ou voir au Monty Python. Mais tout ça, c'est des choses que j'aime, mais j'ai l'impression. Tu disais un peu que je faisais du Pierre Barreau. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pierre Barreau fait du Pierre Barreau, en fait. Je crois que je fais du Pierre Barreau. J'espère que je vais pas devenir ma propre caricature, mais
je me sens plus Pierre Barrault que auteur. J'ai l'impression de faire plus du Pierre Barrault que de la littérature. J'ai l'impression d'avoir installé quelque chose qui est là et que je continue à explorer ce monde et cette façon d'écrire, cette façon de raconter ou de pas raconter d'histoire. Et je l'espère dire quand même quelque chose du monde. J'espère que c'est pas coupé du monde qui nous entoure, ce que je fais. Et le mot loufoque souvent est utilisé aussi. Alors, j'ai pas trouvé le mot qui correspond le mieux à ce que je fais parce que je suis pas sûr d'y avoir vraiment réfléchi. Mais il y a un terme que j'aime beaucoup qui a été trouvé par Hugues Robert de la librairie Caribe d'à Paris qui a souvent chroniqué pour différents blogs mes textes. Il a parlé, je crois au bout du 5e livre, il a trouvé ce terme, il a parlé d'un comique de dislocation. Et ça m'a bien plu parce que le comique c'est important pour moi parce qu'il est toujours là. Et dislocation parce que j'ai l'impression d'être vraiment là-dedans. Dans dislocation du réel, de la réalité, dislocation de la cohérence et dislocation du récit parce que j'ai pas l'impression d'écrire du roman. Les structures, si un jour je voulais écrire un vrai roman, je l'écrirais pas comme ça. Et donc j'ai l'impression que je fais un genre qui n'existe pas vraiment, qui est appelé roman de façon très large parce qu'il faut bien nommer les choses, mais je crois que c'est ça aussi, la dislocation. Et la dislocation amène le rire, la poésie et l'étrangeté. Et l'inattendu, dans tous les cas. L'inattendu. Et c'est vrai que c'est toujours inattendu quand on plonge dans l'un de tes livres parce qu'on ne sait pas non plus où tu vas nous mener. J'aurais une dernière question. Tu disais que le comique était important pour toi, mais est-ce que le comique t'empêche aussi de sombrer dans un tragique qui finalement submergerait Alors, oui, je crois que ça me sauve de ça. Je pense que je suis quelqu'un qui rit beaucoup. Et bon, si je riais pas, ce serait difficile. Parce que je suis aussi, je pense, même si ça se voit pas forcément, je pense que j'ai quand même quelques grosses angoisses en moi et je vis un peu coupé de l'information quand même. Enfin, je peux être assez vite angoissé, assez paranoïaque et assez pessimiste. Et donc, le rire, c'est ce que j'ai trouvé pour m'en sortir un petit peu dans tout ça, quoi. Et même si dans celui-ci, les inquiétudes reviennent un petit peu en douceur comme ça. Puis bon, c'est aussi, je crois qu'on a tous aussi besoin de s'aimer et d'être aimé. Puis moi, j'ai trouvé le rire assez tôt. Puis je le garde, quoi. En tout cas, merci de le partager avec nous, Pierre. Merci. À bientôt. À bientôt.